Bonjour à tous et à toutes. En premier lieu, je voudrais remercier Laurence Boisson de Chazonne pour cette invitation, qui est sans doute un honneur d'être ici au Collège de France. De la même façon, cette invitation m'a fait penser beaucoup à Madame Mireille Delmas-Marty, on a eu l'occasion aussi de la voir à Bogota, comme avec Patricia. Elle a dû vivre aussi certaines situations de marche populaires contre le gouvernement, comme Patricia a dû le vivre. Je veux remercier aussi Raphaël Duteuil pour toute la patience et tout le travail qui a été fait derrière le scénario. Et c'est un honneur d'être ici avec Patricia Galvao-Teles, Sarah Seck, sous la présidence de Makan Mbengue. Et l'invitation a été faite pour que je vienne vous parler de cette évolution de la Cour interaméricaine des droits de l'homme du point de vue de ces liens intrinsèques entre les droits de l'homme et les droits humains. Et sur ce point, il y a le document que je travaille est fait en trois parties, mais dans cette présentation, en raison du temps, je vais me centrer dans la troisième partie. Donc, la première étant celle de comment on est arrivé, ou la Cour est arrivée, la Cour interaméricaine, sous la compétence qu'elle avait très restreinte du pacte de San José, comment arriver à que les droits économiques, sociaux, culturels et de l'environnement, les DESCA, puissent entrer aussi sous sa compétence. Et là, il y a toute une évolution qui part en premier lieu avec la Convention sur la torture, après la Convention Belém do Pará des droits des femmes, et finalement les droits économiques, sociaux et culturels. Et ceci, même si je ne vais pas approfondir ce sujet dans cette présentation, c'est intéressant de savoir que la dernière décision du droit de l'environnement, que c'est celle que je vais vous parler aujourd'hui, la décision du point de vue des droits économiques, sociaux et culturels de l'environnement a été une décision 3-3. Et c'est la voix prépondérante de la présidente Elisabeth Odio Benito qui a fait que la balance s'incline pour sanctionner l'Argentine. Et comme on a déjà fait référence, il y a aussi ces trois décisions, dont une nouvelle demande d'avis consultatif présentée par la Colombie en association ou ensemble avec le Chili. Ici, il y a une nouvelle que j'espère qui ne va pas beaucoup changer la présentation de ceci, du fait que les deux vice-ministres, autant en Colombie qu'au Chili, qui étaient derrière cet avis consultatif, ne sont plus vice-ministres aujourd'hui, ni au Chili, ni en Colombie. Donc, les liens intrinsèques qu'il y a dans cette décision, la Cajonat contre l'Argentine, dans cette affaire, la Cour souligne que c'est la première fois qu'elle est confrontée à prendre une décision dans une affaire contentieuse portant sur le droit à un environnement sain. Elle avait déjà eu l'occasion de se prononcer sur ce droit dans son avis consultatif numéro 23, comme on en a déjà fait référence dans le panel qui nous a précédés. Donc, dans cet arrêt, la Cour consacre une section spéciale à l'analyse des 4 droits qui, d'après elle, ont un lien intrinsèque entre eux. Et ces droits sont le droit à un environnement sain, droit à une nourriture suffisante, le droit à l'eau et le droit à participer à la vie culturelle. Dans le premier, le droit à un environnement sain, la Cour estimait que le droit à un environnement sain devait être considéré comme faisant partie des droits qui devraient être protégés par l'article 26 du pacte de San José
Et elle s'est prononcée en faisant une référence au fait que la Cour a déjà évoqué les contenus et la portée de ce droit en examinant diverses normes pertinentes dans son avis consultatif 23 de 2017 et renvoie donc à cet arrêt. Elle a déclaré à cette occasion que le droit à un environnement sain constitue un intérêt universel et un droit fondamental pour l'existence de l'humanité et qui, en tant que droit autonome, il protège l'essence de l'environnement, tels que les forêts, les mers, les rivières, fleuves et autres, en tant qu'intérêt juridique en soi-même et même en l'absence de certitude ou de preuve du risque pour les individus. Il s'agit de protéger la nature, non seulement pour son utilité ou ses effets sur les êtres humains, mais pour son importance pour les autres organismes vivants avec lesquels on partage la planète. Cela n'empêche pas, bien sûr, que d'autres droits de l'homme soient violés à la suite des dommages environnementaux. La Cour utilise différents instruments d'autres organisations, entités, tribunaux régionaux et aussi d'organisations de vocation universelle pour pouvoir interpréter l'article 26 du pacte de San José d'une manière plus large, plus complète, afin d'inclure le droit de l'environnement dans cet article. Pour cette raison, la Cour a rappelé que les traités et instruments relatifs aux droits de l'homme sont des traités vivants qui doivent être interprétés en tenant compte de l'évolution du temps, en tenant compte d'un corpus juris du droit international. Bien qu'elle ne le mentionne pas, la Cour, en utilisant ces corpus juris du droit international pour interpréter l'article 26 du pacte d'une manière plus large et plus protectrice, pro homine, le fait en vertu de l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice en faisant appel à la doctrine des publicistes les plus qualifiés de droit international en tant que moyen auxiliaire de la détermination des règles de droit. La Cour interaméricaine de droits de l'homme fait une référence spéciale au fait que les États ont non seulement l'obligation de respecter, mais aussi l'obligation de garantir le respect des droits conformément aux dispositions du paragraphe de l'article 1.1 de la Convention américaine. Cette double obligation signifie que les États doivent respecter des normes plus élevées de respect de ces obligations. Le respect des droits de l'homme, comme l'a déclaré la Cour dans son avis consultatif 23, implique par exemple le devoir de s'abstenir de polluer illégalement l'environnement de manière à affecter des conditions de vie dignes des individus, tandis que l'obligation de garantir le respect des droits est celle prévue à l'article 1.1. Par exemple, l'obligation de prévenir les violations est une façon de garantir le respect de la part des États. Cette obligation s'étend à la sphère privée, je cite la Cour ici, afin d'empêcher des tiers de violer les droits juridiques protégés et couvre toutes les mesures de nature juridique, politique, administrative et culturelle qui favorisent la sauvegarde des droits de l'homme et garantissent que toute violation de ces droits est effectivement considérée et traitée comme un acte illicite. Il est clair que, pour la Cour, il existe une corrélation évidente entre les droits à un environnement sain et les droits de l'homme, spécialement ceux qui sont ici énoncés et qui sont le point de départ, le fondement essentiel pour pouvoir garantir les autres droits. En ce sens, la Cour propose comme élément commun pour que les droits à une alimentation et à une eau suffisante et à participer à la vie culturelle soient garantis. La condition sine qua non est que les États garantissent le droit à un environnement sain. Si celui-ci n'est pas garanti, les droits ne peuvent pas l'être dans la mesure que celui qui enrobe l'accomplissement des droits fondamentaux est précisément le droit à un environnement sain. Compte tenu de ce qui précède, en conséquence, il est clair pour la Cour qu'il existe un lien indissociable, indissoluble, entre l'environnement et les droits de l'homme, dans la mesure où, sans le premier, il n'y a aucun moyen de pouvoir garantir la jouissance des seconds. Le droit à une nourriture suffisante
Il existe plusieurs instruments qui font référence à ce droit. Par exemple, l'article 34 de la charte de l'OEA, l'Organisation d'États américains, l'article 11 de la Déclaration américaine, l'article 12.1 du protocole de San Salvador, droit économique, socio-culturel et de l'environnement, ainsi que d'autres traités universels. La Cour estime que l'interprétation de tous ces instruments permet d'obtenir les éléments constitutifs du droit à une alimentation suffisante, en particulier l'accès des personnes à une alimentation qui permette une nutrition adéquate, permettant de préserver la santé. Nous voyons comment, pour la Cour interaméricaine, il existe un lien intrinsèque entre l'alimentation et le droit à la santé. À cet égard, la Cour reprend le propos du Comité de droit économique socio-culturel relatif au droit à une nourriture suffisante, où il est indispensable à la réalisation des autres droits fondamentaux consacrés dans la Charte internationale des droits de l'homme, et établissent ici le lien avec l'environnement sain en déclarant qu'il est également indissociable de la justice sociale et exige l'adoption au niveau national comme au niveau international des politiques économiques, environnementales et sociales appropriées visant à l'élimination de la pauvreté et à la réalisation de tous les droits de l'homme pour tous. Ensuite, la Cour fait l'analyse de ces liens avec le droit à l'eau. La Cour soutient que ce droit est consacré, comme nous avons déjà fait référence plus haut, par l'article 36 de la Convention américaine, et qu'il est intimement lié aux autres droits que nous avons développés auparavant. Pour la Cour, les différentes résolutions adoptées par l'Assemblée générale des Nations unies, ainsi que celles de l'Organisation d'États américains, l'Assemblée générale de l'organisation, sont fondamentales. Par exemple, la résolution 64/292 de l'Assemblée générale des Nations unies sur le droit de l'homme à l'eau et à l'assainissement du 28 juillet 2010, où elle reconnaît que le droit à l'eau potable est à l'assainissement et à un droit de l'homme essentiel à la pleine jouissance de la vie et à l'exercice de tous les droits de l'homme. En ce sens, je cite aussi Hélène Tigrouja et Ludovic Evel, qui disent que le droit à la santé est un droit global. L'accès à l'eau salubre et potable a des moyens adéquats d'assainissement. Il est indispensable que l'eau soit disponible et accessible pour tous. Nous pouvons constater avec les divers instruments et les conclusions de la Cour, où elle reprend l'observation générale numéro 15 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, où elle affirme que le droit à l'eau consiste à un approvisionnement suffisant, physiquement accessible et à un coût abordable, d'une eau salubre et de qualité acceptable pour les usages personnels et domestiques de chacun. Une quantité adéquate d'eau salubre est nécessaire pour prévenir la mortalité due à la déshydratation et pour réduire le risque de transmission des maladies d'origine hydrique, ainsi que pour la consommation, la cuisine et l'hygiène personnelle et domestique. Comme nous pouvons le voir dans l'analyse effectuée par la Cour interaméricaine, il existe une série de liens intrinsèques entre les différents droits. Cela veut dire qu'il doit y avoir un plein respect de chacun de ces droits. De ne pas être ainsi, il y aurait une violation en chaîne de tous les droits humains. En effet, le lien est indissoluble au point que, pour que nous puissions parler du droit à l'eau, il est nécessaire que le droit de l'environnement soit respecté. Il en va de même du point de vue du droit à la santé, qui n'est pas mentionné par la Cour dans cette affaire, qui exige la réalisation du droit à l'eau ainsi que du droit à une nourriture suffisante. Tous ces droits ont pour dénominateur commun la réalisation pleine et effective du droit à un environnement sain. Sans cela, la réalisation des autres droits est irréalisable. Finalement, la Cour parle du droit à participer à la vie culturelle. Et précisément, dans l'affaire Lacajonat contre l'Argentine, la Cour signale l'importance de ce droit, et ceci en tenant compte que les communautés autochtones doivent pouvoir jouir de ce droit qui inclut le droit à l'identité culturelle. La Cour interprète à nouveau les éléments constitutifs de ce droit
en prenant divers instruments internationaux de différentes organisations, telles que la Convention 169 de l'OIT et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, entre autres instruments. Pour la Cour, l'exercice de ce droit va de la main avec d'autres droits déjà développés précédemment. L'exercice et le développement de ce droit enrichit pleinement les communautés et les peuples et ont également un lien direct avec le droit à l'eau, ainsi qu'avec une nourriture suffisante. Ces droits sont une unité qui permet la conservation des différentes traditions, par exemple les traditions gastronomiques. Il est évident que tous ces droits vont de pair avec le droit à un environnement sain. Sans cela, aucun des autres droits ne pourrait être garanti ni respecté. Il existe de nombreux instruments liant l'environnement aux droits de l'homme. À cet égard, on peut se référer au Comité des droits économiques, sociaux et culturels, de nouveau, dans ses observations numéros 12 et 21, à la Déclaration américaine sur les droits des peuples autochtones, article 19, à la Convention 169 de l'OIT, articles 4.1, 7.1, 15.1 et 23. La Cour met particulièrement l'accent sur le droit interne des États et sur la reconnaissance que les États font des normes en matière d'environnement qui coïncident avec les normes internationales sur ce sujet. Cela implique une interaction entre le droit interne et le droit international qui permet la consolidation normative de ces derniers. C'est-à-dire que les deux éléments nécessaires pour déterminer l'existence d'une coutume, grâce à l'incorporation normative de ces normes internationales par les États, l'élément matériel et l'opinion juris, sont présents et en conséquence, ces normes sont passées d'être une norme de soft law à une norme coutumière. C'est-à-dire que ces normes se sont consolidées dans la mesure que si elles sont considérées comme une norme contraignante en droit interne, d'autant plus elles le sont en droit international, parce que l'élément subjectif s'est consolidé au regard de son caractère obligatoire en droit international. En ce sens, la Cour établit que les États ont le devoir de respecter et de garantir ces droits. C'est pourquoi ce lien entre le droit international et le droit interne est indispensable. Finalement, pour terminer, il est intéressant de voir comment la Cour interaméricaine a organisé et schématisé les différents droits liés à l'environnement dans leur relation avec les droits de l'homme, autant dans l'avis consultatif numéro 23, comme dans l'affaire litigieuse La Cajonhat contre l'Argentine. La Cour reprend ces éléments et les traduit dans la défense des droits individuels dont jouissent les communautés autochtones dans les cas d'espèce. Avec cet exercice, la Cour nous montre les fondements d'un avis consultatif qui, bien qu'il n'ait pas un caractère contraignant, il a un effet d'avertissement pour les États en ce qui concerne leur comportement en matière de droits de l'homme, dans la mesure où, lorsqu'il s'agit d'une affaire contentieuse, la décision sera obligatoire pour les parties. La question se pose de savoir donc si les instruments relatifs aux communautés autochtones, et c'est une discussion qu'il y a en ce moment, du fait que l'objet et le but sont ceux de garantir la protection effective de l'environnement sain, de garantir le plein respect de leur culture, coutumes, rites et autres droits qui leur sont inhérents. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment où il y a des communautés qui doivent être protégées, dont les droits se font face? C'est lequel qui doit être au-dessus de l'autre? Et dans cette affaire, la Cajonhat, justement, il y a c'est face à face entre les communautés autochtones et les communautés paysannes. Et c'est ça la difficulté qu'il y a maintenant sous la perspective de pouvoir faire que cette décision soit effective. Pour cela, c'est intéressant aussi voir la procédure de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Le 7 février de cette année, la Cour a fait publique une résolution de supervision d'accomplissement de l'arrêt, où autant l'Argentine que avec les communautés
sont arrivés à un accord pour pouvoir faire l'incorporation de la décision et pouvoir faire effective cette décision dans le droit interne avec un accord avec les différentes communautés. Je vous remercie beaucoup et on ouvre la discussion. Merci. Merci beaucoup, Ricardo, de cette belle exploration de la jurisprudence de la Cour interaméricaine. En t'écoutant, je me suis dit, en tout cas, je suis d'autant plus convaincu que l'alliance n'est pas au singulier, mais qu'elle est au pluriel, parce que tu montres que le droit en environnement sain, il est multipolaire, connecté à droit à la vie culturelle, le droit à la santé, le droit à l'eau, etc. En tout cas, dans la jurisprudence de la Cour interaméricaine, on perçoit l'alliance comme étant au pluriel plutôt qu'au singulier. Alors, bien entendu, je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais j'aimerais beaucoup t'entendre sur 2 points qui me semblent très importants. Le premier, c'est celui de la cross-fertilisation, pour revenir un peu sur le thème du colloque, qui est l'effectivité du droit international de l'environnement. Et donc, comment tu perçois le rôle de la cross-fertilisation entre les cours régionales de droits de l'homme? Comment tu perçois cette cross-fertilisation comme un outil ou un vecteur d'effectivité du droit international de l'environnement? Parce que dans l'avis consultatif de 2017 auquel tu faisais référence sur le lien entre protection de l'environnement et droits de l'homme, il me semble que la Cour interaméricaine, elle se réfère à certains moments à la Cour européenne des droits de l'homme, mais aussi à la Commission africaine des droits de l'homme, notamment l'affaire Ogoni, pour essayer de consolider cette relation entre protection de l'environnement et droits fondamentaux. Donc, est-ce que tu vois là un outil, ce dialogue? Merci pour cette question. Ça me permet de parler un peu ce que c'est toute l'histoire de la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. De ce point de vue-là, c'est très intéressant de voir comment l'article 38.1d du statut de la Cour internationale de justice, justement, est fortement utilisé par la Cour. Donc, pas du point de vue de la jurisprudence, moi je le vois plutôt dans la doctrine des publicistes les plus importants. Et comme faisait référence dans une conférence que le secrétaire général de l'Académie de droit international, Jean-Marc Touvenin, faisait pour un congrès en Colombie, justement, quoi de plus important pour être qualifié dans la doctrine que la Commission de droit international, par exemple. Donc, tous ces travaux, est-ce qu'ils doivent être placés dans cet article 38? Et la Cour interaméricaine utilise beaucoup autant les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme comme de la Cour africaine des droits de l'homme. Et pas seulement du point de vue des droits des communautés autochtones. Que je puisse faire référence en ce moment, que je me souvienne, il y a le concept du délai raisonnable. C'est toute une sorte de différents concepts qui sont utilisés de façon croisée entre les différents tribunaux. Donc là, je crois qu'il y a une grande utilisation de cela. Et maintenant, on le voit avec les différents instruments qui sont utilisés pour pouvoir interpréter le pacte de San José. Et parce que finalement, la Cour doit se limiter à sanctionner les États par le pacte de San José. Elle a voulu en mettre d'autres traités, mais elle tient toujours cette limite de faire toujours référence au pacte de San José en relation ou en concordance ou avec d'autres traités, d'autres instruments. Mais ça a été aussi fortement critiqué par les États. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Alors, on a 10 minutes, 15 minutes. OK, alors on a un quart d'heure pour des questions. Je vois que le professeur Kerbra veut déjà intervenir.